Salut les amis, c'est Lionel. Bienvenue dans la deuxième partie du Lionel Camille Talk consacrée au film Le Pacte des loups. Donc je suis toujours avec Jérôme de 24 FPS. Ouais, salut, et toujours aussi content d'être là pour évoquer l'un de mes rares films français appréciés, même adorés dans ce cas-là. Donc merci pour l'invite. Donc dans la première partie de l'émission, on a présenté le réalisateur, le film. Donc maintenant, on va passer en revue les scènes qui nous semblent les plus intéressantes, nos scènes préférées aussi. Donc on va vous spoiler certaines scènes. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, matez-le. Hein. Donc on va pitcher l'histoire quand même, hein, très très vite. Donc comme je vous expliquais, je pense que vous l'avez compris, ce film s'inspire de l'histoire de la bête du Gévaudan. Histoire véridique, hein, à laquelle j'ai consacré d'ailleurs une émission entière. Hein. Donc là, si vous voulez vraiment avoir détails sur cette affaire, je vous invite à écouter cette émission. Alors, le Pacte des loups s'inspire de la véritable histoire, mais c'est romancé. Donc les deux personnages principaux sont inventés, on peut le dire. Donc l'histoire du film prend pour cadre la France de 1764. Une mystérieuse bête sème la terreur dans le pays du Gévaudan. Le chevalier Grégoire de Fronsac, donc qui est un naturaliste au jardin du roi, est envoyé sur place avec Manny, donc un Indien d'Amérique, pour élucider le mystère. Donc le film Le Pacte des loups, donc c'est un film d'aventure, c'est très divertissant, il y a énormément de choses inventées dedans, romancées, mais il y a quand même des éléments véridiques. C'est-à-dire que certains passages du film reprennent des faits authentiques. Donc là, je vais pas vous raconter en profondeur la véritable histoire, mais je vous indiquerai quand même à chaque fois qu'il y aura des éléments véridiques. Donc on va commencer par une première scène. Je crois que celle-là, elle est assez incontournable. C'est la première scène d'attaque du film. Tout à fait, puisque elle sert plusieurs buts assez évidents. C'est de nous mettre dans l'ambiance du film, dans le rythme du film, mais aussi dans le sujet, puisqu'il est question de la bête du Gévaudan, donc il est absolument évident de commencer le film par une scène d'attaque qui, je pense que tout le monde l'a noté, hein, est un hommage à la toute première scène d'ouverture des Dents de la Mer, puisqu'elle en reprend exactement la forme, quoi, la belle jeune fille isolée, attaquée. Par on ne sait quoi d'ailleurs, puisqu'on ne voit absolument pas ce qui l'attaque, et en fait c'est extrêmement violent. Ouais, cette scène est vraiment très efficace. Elle est presque un peu too much d'ailleurs. La façon dont la bergère est secouée derrière le rocher. Mais je crois que Gantz, il a vraiment cherché à marquer les esprits, à frapper très fort dès le début. Et là, c'est assez conforme à la réalité quand même. Donc juste pour la petite anecdote, c'est vrai que les premières victimes de ce mystérieux animal en pays de Gévaudan étaient essentiellement des jeunes bergères ou des enfants qui gardaient des troupeaux. Donc là, on est complètement d'accord avec la réalité. Ça fait partie des spécificités intéressantes de cette histoire qui en font un terreau parfait justement pour raconter une histoire fantastique où les victimes sont des femmes ou des jeunes enfants, mais vraiment comme dans le cinéma d'horreur, quoi. Alors ensuite on va passer à une scène qui est vraiment je pense que c'est sans doute la scène préférée de beaucoup de spectateurs, hein. C'est l'arrivée donc des héros en pays de Gévaudan. Alors là les influences sont multiples parce qu'on est dans du western pur et dur au départ, c'est-à-dire qu'on a ce beau décor avec la croix, le loup en dessous, il pleut, les plans larges, on est dans le cinéma de Sergio Leone, clairement, avec les héros masqués en plus. Christophe Gans tenait beaucoup à ce qu'on ne voit pas encore leur visage dans cette séquence d'ouverture et qu'on puisse donc non pas les juger sur leur visage, mais plutôt sur leurs actions. Très tôt dans le film, en fait, ils se placent en héros, quoi, en sauveteurs, tout de suite. C'est assez malin et en plus de ça, donc visuellement, on a une scène, je le redis, je l'avais déjà dit, hein, dans la première partie, on est dans l'ère post-Matrix, ça fait à peine 2 ans que Matrix est sorti sur les écrans et on est exactement dans ce même type de cinéma, donc c'est très logique, hein, qui était également influencé par le cinéma hongkongais. Donc ils ont de longs manteaux, il pleut, il y a des ralentis et on part dans une scène de baston typée arts martiaux. Ah ouais, la scène est vraiment mémorable. Alors je voulais souligner d'ailleurs la qualité de la musique aussi, qui partit vraiment l'ambiance, tu sais, l'ambiance western. Donc j'en profite pour le dire, hein, la musique du film a été composée par un Américain qui s'appelle Joseph Loduca. Et vraiment, je tiens vraiment à lui tirer mon chapeau. Je trouve que les thèmes qu'il a composés pour le film sont absolument magnifiques et vraiment pour moi qui participent vraiment à la magie du film. Et alors j'ai vu que ce compositeur, c'est lui qui avait réalisé la musique notamment de Evil Dead. Tout à fait. La scène a été coupée, je crois. Hein.
À l'origine, le combat était plus long. Beaucoup plus long, oui. Et De Fronsac descendait même de cheval pour aller se castagner aussi avec Magny. C'est ça, c'était un combat en 3 étapes. Première étape, Magny tout seul. Deuxième étape, De Fronsac tout seul. Et troisième étape, les deux ensemble qui se passent le bâton et tout. Donc quelque chose de très chorégraphié, de visuellement impressionnant et tout, qui a été entièrement tourné. Et c'est seulement après coup que Gans s'est rendu compte que ça faisait peut-être quand même un peu beaucoup, sachant qu'on avait même pas encore commencé vraiment à raconter l'histoire, donc il a réduit ça uniquement à la partie de Magny. Au départ, en fait, on voit une bande de brigands qui s'en prend au personnage qui est interprété par Philippe Naon, Jean Chastel et sa fille. Donc on comprend pas trop ce qu'ils lui veulent. Et les brigands, je sais pas si tu te rappelles, ils sont déguisés en femmes. Exact, oui. Et je suis content que t'en parles, en fait, j'ai failli oublier parce que pendant très longtemps, et avant de m'intéresser au making-of du film, pour être franc, j'avais jamais compris pourquoi ils étaient déguisés en femmes. Et donc ce détail renvoie à une anecdote réelle de l'histoire de la baie du Gévaudan. Alors en fait, pour vous expliquer, on va revoir un peu plus tard, quand les attaques ont commencé à s'accumuler, les autorités locales ont demandé l'aide de la troupe. Donc il y a des soldats qui sont arrivés dans la région du Gévaudan, et donc ces soldats étaient appelés des dragons. Alors des dragons parce qu'en fait c'était des cavaliers à l'origine. Donc il y a une anecdote assez intéressante qui est liée à ces dragons, c'est qu'à un moment, comme ils se sont rendus compte que la plupart des victimes étaient des paysannes, ils ont fait le tour des fermes et ils ont récupéré des vieilles robes. Et ils se sont donc déguisés en femmes. Donc là, dans ce film, on voit ces brigands qui sont déguisés en femmes et on apprendra plus tard qu'en fait, ce sont des dragons. Et donc là, c'est un détail qui est conforme à la réalité historique. Et ça, c'est vrai que je pense que si on ne te le dit pas, tu peux pas le deviner. Non, tu saisis pas, t'es pas assez dans l'histoire, tu sais même pas encore vraiment qu'il y a le capitaine Duhamel qui est sur place et tout, donc c'est une petite faute, je dirais, de la part de Christophe Gans, puisqu'on a un élément qu'on ne peut pas encore comprendre, en fait. Donc ça, c'était la première scène de combat. Là, il y en a une autre aussi, on peut peut-être en parler tout de suite. Tu sais, la deuxième scène dans laquelle Magny affronte notamment les vilains, là, tu sais, qui sont armés de griffes, qui rappellent un personnage très connu. Alors pareil, c'est une scène qui arrive, en fait, on est en plein contexte historique, on va dire, et puis là, on a cette grosse scène de baston, en fait, qui est purement hollywoodienne, puisqu'on va monter dans la surenchère, puisque je suppose que le début du combat commence uniquement pour des querelles, on le voit bien, liées à la fille Chastel. Et puis c'est un pur crescendo hollywoodien, c'est-à-dire que d'abord il arrive à en plier 1, 2, puis après il y a 2 nanas, alors déjà c'est surprenant, des filles qui se battent, qui se battent en même temps, et puis après ils arrivent à 3 ou 4, et puis ils ont armé, enfin ça part de plus en plus, c'est très bien chorégraphié, c'est très bien découpé, mis en scène, et puis ça permet de maintenir de l'action, puisque Christophe Gans avait quand même envie de faire un film d'action. Donc ouais, c'est super intéressant, quoi. Et puis on sent, comme tu le dis bien, les influences toujours externes de Christophe Gans, comme le jeu vidéo, donc avec ses personnages munis de griffes. Ce qui, je suis pas certain que ça corresponde à une réalité historique, mais à l'écran, ça rend bien. Et ça t'a pas fait penser à Wolverine ? Ah oui, aussi, tu sais quoi, ouais, en fait, moi, parce que j'ai tendance plus à penser aux jeux vidéo avec Christophe Gans, donc là, j'étais plus parti sur le personnage de Vega dans Street Fighter, mais oui, peut-être, probablement Wolverine aussi, oui. Avec leurs espèces de barbes. Exact, mais oui, c'est vrai. Alors, à noter que cette bande de vilains, là, en fait, c'est une invention totale, hein. Là, il y a vraiment aucune réalité historique derrière. Je voudrais parler d'une autre scène, hein. À un moment, De Fronsac et Magny apprennent qu'il y a eu une autre attaque dans le pays de Gévaudan, donc ils se rendent sur place. Alors pourquoi je veux parler de cette scène ? C'est parce qu'encore, il y a une réalité historique derrière. Donc ils arrivent dans une zone qui est un peu marécageuse, ils trouvent un cadavre de femme nue, et dont le corps est à moitié éventré. Et il me semble qu'il y a des corbeaux qui sont morts autour. Tout d'un coup, il y a des types, des soldats qui se descendent des collines, qui étaient cachés. Donc là, on découvre le fameux capitaine Duhamel, qui était le chef des dragons, donc des soldats qui avaient été envoyés dans le Gévaudan, donc pour chasser la bête. Et là, ça reprend encore une anecdote véridique. En fait, Duhamel et les soldats, ils avaient tout tenté à l'époque. Ils avaient fait des chasses, ils avaient fait des battues, ils avaient posé des pièges, ils avaient empoisonné des cadavres d'animaux. Un jour, ils avaient retrouvé un cadavre de femme décapité et ils avaient même empoisonné son cadavre. Non. C'est pour te montrer qu'ils avaient vraiment tout tenté, quoi. Vraiment. Mais tu pourras plus faire ça aujourd'hui, quoi. C'est clair. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bien sûr, ça n'a pas fonctionné, vous vous en doutez.
Donc il y a une autre scène que je voudrais citer, c'est la première scène de rencontre entre De Fronsac, Magny et puis les nobles locaux. Je la trouve vraiment, vraiment pas mal. Donc on retrouve toute la galerie de portraits des nobles de la région, là, le côté hautain, le côté costumé, poudré. Et c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. Gans fait vraiment passer des messages, mais assez subtilement dans le film, notamment sur le racisme. C'est vrai que c'est très très bien fait, je trouve. C'est vraiment. D'ailleurs, je trouve que ce film est très bien écrit. Franchement, je trouve vraiment, ça mérite vraiment d'être souligné. Je trouve la qualité d'écriture, les dialogues, je trouve que c'est vraiment vraiment pas mal. Donc bravo Christophe, hein, parce qu'il a coécrit avec l'autre scénariste. Et toutes les scènes de dialogue sont vraiment savoureuses, je trouve. Les dialogues, effectivement, pour moi qui suis par exemple pas particulièrement fan de ce genre de cinéma, je parle des films en costume, en vieux français, tout ça. Là, j'apprécie vraiment dans ce film-là la façon dont sonnent les dialogues, quoi. Ils sont vraiment très très bien écrits, très bien récités, et c'est super agréable. Il y a un mélange de modernité et de classicisme qui fonctionne super bien. Je suis vraiment vraiment amateur de ça. Ouais. Bah, je crois que c'est l'apport notamment de tous ces comédiens hein, de renom. Hein. Oui. Il y en a beaucoup, ce sont des comédiens qui ont fait du théâtre, donc ça se ressent. Hein. Ouais. Alors c'est pareil, la scène du repas, elle est pas mal aussi. Je trouve le décor est somptueux. Ouais. Je pense que ce détail, toi, tu l'as sûrement vu, mais là, je m'en suis vraiment rendu compte en le revoyant, c'est que tout le monde est assis à table, sauf Magny. C'est le seul à être debout. Tout à fait. Ça, c'est vraiment un détail. Il faut vraiment être attentif. Hein, on s'en rend pas tellement compte. Hein. C'est vrai, et c'est pourtant très important. C'est très comment dire, très révélateur. Hein. Très révélateur, voilà, de la société de l'époque. Hein. Autant Christophe Gans n'a pas du tout, n'a pas abusé en faisant en sorte qu'il y ait un personnage indien comme ça dans son film, puisque c'était totalement possible à l'époque de revenir des Amériques avec un Indien pour le montrer dans les salons, les choses comme ça. Mais ça ne signifie pas pour autant que la noblesse de l'époque les considérait comme des êtres humains. Tu vois l'intelligence de Magny à chaque fois. C'est justement, il a la classe de ne pas réagir, de ne pas s'énerver. Il est très philosophe et en fait, c'est lui qui est supérieur finalement. Mais en plus, on est totalement dans la thématique du film, c'est-à-dire la lutte de l'obscurantisme contre les Lumières. Comme on le découvrira à la fin du film, tout ça est une conspiration finalement pour mettre le roi en difficulté, pour critiquer son acceptation des Lumières, donc des avancées scientifiques, philosophiques et ainsi de suite. Pour maintenir la toute-puissance du clergé, de l'Église, préserver aussi les prérogatives des nobles locaux, quoi. C'était la fin de l'Ancien Régime, en fait. Le système était en train de s'effondrer. Et c'est vrai qu'on était dans le pays du Gévaudan et on était encore dans cet ancien monde qui faisait tout pour s'accrocher encore à ses privilèges. Alors on parlait de la religion, ça fait penser à une autre scène aussi qu'il faut citer, c'est la fameuse scène du sermon là dans la cathédrale. Oui. Alors d'abord c'est une scène, je trouve, qui est magnifique, il y a des plans mais bon superbes. Vraiment il y a un plan, on dirait presque une peinture, je trouve. C'est vrai. Avec les décors, les costumes. Donc là, on peut dire que c'est une scène qui s'inspire d'un véritable événement, donc de l'histoire de la baie du Gévaudan. C'est un événement qui remonte au 31 décembre 1764. En fait, l'évêque de Mende avait fait un sermon très dur à l'encontre de la population, et en fait, il avait qualifié la bête de fléau de Dieu. En fait, la bête avait été envoyée par Dieu pour punir les habitants du coin qui avaient été des mauvais chrétiens. Dans le film, dans le Pacte des loups, donc c'est le curé Sardis qui fait ce discours, et vraiment, ça s'inspire totalement de la véritable histoire, quoi. Très fidèle à l'époque, quoi, très logique. Je voudrais parler d'une autre scène que je trouve très intéressante et très réussie, parce qu'elle s'inspire encore de la véritable affaire de la baie du Gévaudan. C'est l'arrivée du porte-arquebuse, donc François-Antoine de Beauterne, en pays du Gévaudan. Donc pour vous expliquer brièvement, donc les soldats qui avaient été envoyés donc par les autorités royales ont échoué, hein, les soldats qui étaient menés par Duhamel. Ils n'ont pas réussi à tuer la bête, donc à partir de là, il y a une forme d'escalade en fait de moyens. À partir de ce moment-là, le roi Louis XV a décidé de prendre les choses en main. Il a sorti son joker, j'ai envie de dire, et il a envoyé donc son porte-arquebuse personnel, François-Antoine de Beauterne. Donc on retrouve dans le film Le Pacte des loups, donc qui est interprété par cet acteur là, qui a une gueule et une diction qui sont vraiment excellentes. Et la scène de son arrivée dans le pays du Gévaudan, vraiment, j'adore cette scène parce qu'en plus il y a de la musique, il y a toute cette troupe à cheval
Ils arrivent dans ce village et je trouve que on a vraiment l'impression que c'est l'histoire telle qu'elle s'est passée, quoi. Ouais. En plus, sur le plan technique, c'est très intéressant visuellement parce que c'est un long plan séquence. Enfin, c'est pas long, ça dure pas des dizaines de minutes, mais en termes de, de chorégraphie, on pourrait presque dire, je sais qu'ils en ont chié en fait parce que tout devait être coordonné, c'est-à-dire qu'on commence avec Fronsac sur le balcon et puis après il faut qu'il s'habille déjà à moitié en descendant les escaliers, en courant dans la rue et qu'il enfile sa chemise au dernier moment pour sauter un muret et tomber pile sur le cheval donc de Antoine de Beauterne. Ils en ont chié, mais la scène est vraiment classe, quoi. Et là, on est totalement dans les films de KPDP à l'ancienne, quoi. On va passer une autre scène qui implique encore de Beauterne. Donc c'est la scène de la présentation de la bête à Versailles. Dans la véritable histoire, au fil des mois, donc le nombre de victimes s'est accumulé. Au départ, les attaques avaient été relayées au niveau local, par le Courrier d'Avignon. Ensuite, ça a été repris par la Gazette de France, au niveau national. Donc Louis XV était forcément au courant. Et ça a pris tellement d'ampleur, cette histoire, qu'on en a même parlé en Angleterre. Et là, comme le roi avait perdu en fait la guerre de 7 ans, il a commencé à devenir la risée des Anglais, quoi. Parce qu'en fait, en gros, les Anglais disaient que voilà, le roi était incapable d'arrêter cette bête, quoi. Puis il commençait à tourner en ridicule l'armée française, il disait que l'armée française avait été vaincue par un chat, enfin bref. Donc au bout d'un moment, Louis XV, il en a eu marre, il a considéré que la plaisanterie avait assez duré, et donc il a envoyé de Beauterne pour vraiment pour tuer cette bête. Donc là, on peut considérer quand même une forme de manipulation. De Beauterne ne pouvait pas échouer, donc il fallait qu'il ramène une bête. De Beauterne, quand il arrivait en pays de Gévaudan, lui, il cherchait un gros loup, et donc il a tué un gros loup. Une fois qu'il a tué ce gros loup, il l'a fait naturaliser pour le rendre plus effrayant, afin de le présenter à Versailles. Et donc là, il y a une scène dans le Pacte des loups qui est totalement conforme avec ces faits historiques. Ouais, c'est super intéressant aussi en termes de contexte, parce que autant sur le contexte historique, c'est vrai que il y a un problème en fait de pouvoir du roi en quelque sorte, hein, qui est remis en question, et donc de Beauterne est envoyé non pas pour finalement résoudre le problème du Gévaudan, il est uniquement envoyé pour résoudre le problème du roi. Exactement. Voilà. Et donc dès qu'il chope un gros loup, il le fait effectivement naturaliser, il le ramène à Paris, problème réglé, et après on rentre dans ce qu'on pourrait qualifier d'une période de censure, c'est-à-dire que les crimes continuent en Gévaudan, mais plus personne n'en parle, sur volonté du roi, sa toute-puissance a été rétablie. Pour le film, c'est aussi très intéressant parce que effectivement, en quelque sorte, l'enquête n'avance pas, parce que c'est aussi un film d'enquête, même si c'est pas la partie la plus présente à l'écran. L'enquête n'avance pas, et l'arrivée de Beauterne dans le film permet de recentrer le film sur la bête, et de lui offrir une conclusion surprenante, puisque nous on vit le film du point de vue de Fronsac, et donc forcément on ne peut être que choqué par la véritable mission de Beauterne, au même titre que Fronsac, hein, qui en est complètement écœuré, mais bon, qui vu le contexte de l'époque, encore une fois, ne peut pas désobéir au roi. D'ailleurs, de Beauterne fait clairement pression sur lui, hein. Il fait comprendre à de Fronsac que s'il s'oppose, il va avoir des gros ennuis, hein. Ouais, tout à fait. Ça montre encore le côté un peu détestable du personnage, quoi. Et c'est là que le film va rentrer dans sa seconde partie, qui là par contre est quasiment purement fictionnelle, où on va rentrer dans un autre type de cinéma. Là on est quasiment exclusivement dans le cinéma de genre. Tiens, d'ailleurs je me rends compte qu'on a aussi oublié de préciser le fait que la version du film qui est aujourd'hui visible en vidéo, en DVD, Blu-ray, est une version longue qui n'est pas tout à fait celle qui avait été montrée au cinéma à l'époque. La seconde partie du film, ça c'est probablement ma plus grosse critique par rapport au film, c'est le changement de ton et de rythme, et qui est un petit peu brutal en fait lorsque débute cette seconde partie. Alors je parle pas du meurtre de la bergère, qui de toute façon n'aurait pas dû se trouver là à la base, mais je parle dès qu'on retrouve Fronsac en fait, parce que on sent bien dans la première partie qu'il est resté des mois et des mois, il est resté très longtemps dans cette région sans jamais avoir pu approcher la bête, et là littéralement dans la première scène il revient, il va retrouver Marianne dans une maison isolée, et la bête attaque, quoi. Tout va un peu trop vite.
Et c'est dommage. Christophe Gans le dit lui-même d'ailleurs, hein, je crois dans le commentaire audio du film, il dit que le film lui a un petit peu échappé dans la seconde partie. C'est plus décousu, effectivement. Ouais. C'est clairement décousu. Voilà, on sent bien qu'il a voulu accélérer le rythme, mettre plus d'action et puis résoudre beaucoup de choses, mais c'est parfois un peu maladroit et un peu trop soudain en fait par rapport à ce qui avait été construit dans la première. Il y a quand même de très grandes scènes, je trouve, dans la deuxième partie, des scènes épiques. Notamment, il y a ma scène préférée, je pense, c'est la scène du traquenard. Lorsque le marquis d'Apcher demande à De Fronsac et à Magny de venir l'aider à essayer de tuer la bête, il leur dit que cette fois, ils vont agir à leur façon, quoi, à la façon de Magny. Et c'est vrai que Magny, justement, il a une façon totalement différente d'envisager la chasse. Lui, il est totalement contre les armes à feu, notamment. Et on voit dans cette scène de traquenard... il installe tout un tas de pièges. En fait, il utilise la nature, hein, oui, c'est ça. La topographie des lieux pour mieux piéger l'animal. Cette scène est absolument géniale. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai vu le film, je l'ai repassé 3 fois à la suite, cette scène. Je trouve qu'elle est tellement bien chorégraphiée, c'est parfait, quoi. Tout à fait. Si je passe outre le fait que, voilà, ils ont trouvé la bête vachement rapidement, sinon, visuellement, c'est du bonheur. Tous les pièges qui d'ailleurs ne fonctionne pas, hein. Il y en a pas un seul, il me semble, qui produit vraiment l'effet escompté. Ah, le rondin, quand même, ça marche. Mais ça... La bête se le prend quand même, ça fait mal, hein. Non, c'est vrai. La bête prend cher, là, quand même, hein. Et d'ailleurs, c'est un peu jouissif, hein. C'est la première fois où la bête est vraiment atteinte, quoi. Oui, tout à fait. Tu sens qu'ils ont le dessus. Tu sens que Magny maîtrise totalement ce qu'il est en train de faire, quoi. C'est vraiment classe comme scène. D'ailleurs, le plan où il plonge, là, ils en ont un peu bavé pour le filmer, celui-là. Mais il est génial, ce plan. Il est magnifique. Pour les auditeurs, c'est quand Dacascos saute sous le rondin et passe vraiment, il s'aplatit contre le sol, le rondin passe au-dessus de lui et percute l'animal, quoi. C'est excellent, ça. Donc j'imagine que tu as vu le making-of de cette scène. Ils ont vraiment galéré. Ouais. Mais voilà, Christophe Gans avait une vision précise de cette scène, une vision totalement cinématographique de cette scène, au ralenti et tout, avec l'effet de proximité entre le rondin et Magny. Et ils l'ont fait, ils ont essayé plusieurs techniques et tout. D'ailleurs, c'est au final la plus naturelle avec l'acteur, la plus simple finalement, hein, avec Marc Dacascos, qui se tient debout et puis qui se jette à plat. Qui a le mieux fonctionné, quoi. Et c'est vrai que la scène est sublime. Et il y a un petit clin d'œil à Predator, hein, d'ailleurs. Je sais pas si tu as remarqué. Ah, pas bête. Oui, j'avais pas pensé, mais c'est vrai, c'est logique. Ouais. Et dans la musique aussi, je trouve qu'il y a des petits passages... Ouais, maintenant que tu le dis, je vois tout de suite quelles sont les petites signatures sonores, effectivement, qui renvoient à ça. Non, mais c'est vrai. Et qui est aussi, donc, inspiré du jeu vidéo. Parmi ceux qui étaient les plus populaires à l'époque, il y avait évidemment Tomb Raider et les pièges et tout, avec les grosses bêtes. Donc là, on est en plein dedans et... Ça n'a rien à envier au cinéma de Spielberg, là. Ah non, c'est clair. Je veux juste finir sur cette scène finalement qui après en fait va se prolonger dans les souterrains et va se finir très abruptement pour Magny. C'est quand même une grosse surprise, je trouve, la mort de Magny. J'ai encore du mal à m'y faire aujourd'hui, pourtant je connais le film sur le bout des doigts, mais ça reste un élément choquant et encore une fois assez bien pensé dans le sens où la façon dont il est exécuté est censé à ce stade du film, on n'est pas encore totalement sûr, hein, que c'est Jean-François de Morangias qui est à la tête de tout ça, et pourtant la façon dont il est exécuté le dévoile assez clairement, quoi. Mais c'est assez brutal la façon dont il est exécuté, la façon dont son corps est balancé, et ça a été fait par un vrai cascadeur. Ça me fait flipper en fait, moi qui ai le vertige, qu'un mec puisse accepter de se faire balancer comme ça d'une falaise. Pour de vrai. Et ouais, et moi je l'ai découvert dans le making of aussi. Je pensais pas qu'ils avaient fait la cascade en réel, quoi. Parce que c'est une hauteur hallucinante, hein. 40 mètres, hein. Ouais. Il tombe dans des cartons, là. Ouais. Et donc c'était une doublure, hein. Par contre c'était une doublure. Oui, c'est une doublure. Ouais. Mais voilà, il y a un vrai tournant dans l'histoire du film, c'est-à-dire que ok, ils ont trouvé la bête un peu vite, mais malgré tout le stratagème, malgré tout ce qu'ils ont mis en place, ça se finit très très mal pour les héros en fait. De Fronsac est pas beaucoup plus avancé, si ce n'est que il va avoir un élément en fait qui va tout déclencher pour la fin, c'est quand il va trouver la balle dans le corps de Magny. Donc là, effectivement, il saura d'où ça vient. Mais à part ça, les héros sont vraiment très mal en point, quoi.
surtout de Fronsac, qui souffre vraiment. On a plusieurs scènes qui nous montrent sa souffrance par rapport à la mort de Mani. C'est très bien vu, ça. Et puis voilà, on a de l'empathie, parce que c'est vrai qu'on s'était attaché à ce personnage de Mani. Ouais. Et ouais, ça fonctionne très très bien. Un petit problème du film là, c'est que la bête disparaît un long moment là. On la voit plus en fait. C'est terminé dans le film, jusqu'à la scène toute fin. Je suis d'accord. Il y a quelque chose de bizarre dans l'équilibre, dans le sens où moi j'aurais plutôt vu, ça m'aurait paru plus logique en fait d'abord de régler le problème de la bête et après éventuellement de se rendre compte qu'il y a des gens derrière ça et d'aller leur régler leur compte après. Or Christophe Gans fait le contraire, va régler le problème des personnes d'abord et finalement régler le sort de la bête assez tardivement dans le film, vraiment dans les toutes dernières scènes. À un moment où je trouve qu'on ne se préoccupe finalement plus trop de ça, en fait. Voilà, la priorité de Fronsac, là, c'est de se venger, en fait. Oui, et ça nous renvoie à une scène que j'adore aussi. Je l'appelle la scène de l'expédition punitive. Lorsque De Fronsac, voilà, il se met en mode Rambo, un petit peu, là. Il part dans le repère des vilains, et cette scène déchire, quoi, j'adore. J'adore comment il te défonce les mecs. C'est une brutalité, waouh. Et Samuel Le Bihan assure carrément, quoi. Il est vraiment impressionnant dans ces scènes d'action. Et on est totalement dans la continuité, dans la logique, quelque part, visuelle, en tout cas, puisqu'il arbore désormais les peintures de guerre de Mani. Ça fonctionne super bien. C'est son frère, c'est son frère. Voilà, c'est son frère. Et là, on a la réponse finalement d'un truc, un élément qui était beaucoup plus tôt dans le film, mais qui n'était pas qu'on croyait, mais voilà, sans plus, quoi. On n'avait pas beaucoup plus d'éléments. C'était juste des paroles, quoi. Il dit c'est mon frère, mais bon, ouais. Exact. On n'avait jamais vu De Fronsac en action à ce point, en fait, puisque, comme on l'avait dit, sa scène de baston initiale tout au début du film a été coupée. Donc il était toujours, sur le plan physique, il était beaucoup plus passif que Mani jusque-là. Et donc là, on se prend ça en pleine tête et ça marche super bien, quoi. Il y va, il les démonte les uns après les autres, c'est excellent. Ouais, parce que jusqu'à présent, il était assez nonchalant, il était un peu dans le côté un peu séduction, bel esprit, un peu charmeur. Et puis là, c'est vrai qu'il nous montre un autre visage. D'ailleurs, littéralement, il a des peintures sur le visage, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment lui tirer mon chapeau. Il y a une autre scène qui arrive assez vite, où on le revoit en action d'ailleurs, il assure aussi. Oui, pour être tout à fait franc, je trouve qu'il y a des tout petits problèmes de rythme à ce moment-là, parce que quand je repense au film, j'ai toujours du mal à différencier la première partie où il va sur le domaine de chasse et où il explose les mecs les uns après les autres, et la seconde partie où il va carrément donc confronter la société secrète et puis avoir ce combat final contre de Morangias. Je trouve que le fait d'avoir intercalé entre les deux, je crois que c'est là que, par exemple, qu'il va brûler le cadavre de Mani. En fait, je trouve ça un peu bizarre qu'il aille défoncer tous les mecs, puis après il fait une grosse pause, en fait, mystique et tout. Entre-temps, on voit la scène du viol présumé de Marianne par son frère, donc qui dévoile le côté vraiment très dérangé, le côté le plus malsain d'un personnage qui l'était quand même déjà c'est pas mal. le côté bestial en fait. C'est lui la vraie bête du film finalement. C'est vrai, c'est ça. On est vraiment dans la métaphore. C'est lui la bête. C'est l'homme dans le film du Pacte des loups. La véritable bête, voilà, c'est l'homme. Je trouve que que la thématique est intéressante, mais les scènes où il va violer Marianne, pour moi, plombent plombent vraiment beaucoup, en tout cas, cette dernière partie du film, quoi. Ralentissent un peu l'action. Ah, mais je trouve que cette scène a son importance quand même. C'est quand même fait finement, c'est très suggéré quand même. Oui, tout à fait. Justement, ça nous montre l'aspect dépravé de l'époque. L'inceste à l'époque était peut-être moins tabou que maintenant. Et c'est vrai que ça paraît bizarre de dire, mais c'est malheureusement c'est vrai. Ça, D'ailleurs, je trouve ça pas mal, c'est le côté un peu déviant du film. Je trouve que le film, pour ça, comme on me disait au départ, ce film était un peu un pari, et ce film prend des risques. C'est vrai que il prend des risques peut-être assez dérangeants par moments, et cette scène est dérangeante, et non, ça participe vraiment aussi au côté dramatique du film. C'est vrai que voilà, le film se termine mal, on peut le dire. Ça ne fait que renforcer la puissance du film, je trouve d'ailleurs, avec cette musique qui est magnifique. Le thème du film est vraiment très très beau. Moi, ça me file des frissons quand je l'écoute. Franchement, je sais pas si tu t'en rappelles. Je l'ai assez bien en tête, effectivement. Je l'ai jamais écouté indépendamment du film, maintenant que j'y pense. Mais ouais, je vois bien les thèmes du film. Donc effectivement, moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que de toute façon, je trouve que la deuxième partie est assez décousue. La fin, voilà, il y a des trous dans le scénario. Mais bon, à la rigueur, c'est pas grave, quoi. De toute façon,
on est quand même emporté par le film, quoi, je trouve. Ça ne nuit pas du tout à la qualité du film, hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on se penche un peu sur tête reposée, par moment, il y a quand même des problèmes, hein. Même quelque part, je trouve que la fausse mort du chevalier de Fronsac fonctionne probablement pas aussi bien qu'elle le devrait, dans le sens où à ce stade on s'en fout un peu. Enfin, je trouve pas que ça ramène un suspense supplémentaire en fait qui soit soi-disant mort et puis parce qu'il revient de toute façon tellement vite que on n'a pas vraiment le temps de croire que les gentils ont totalement et définitivement perdu, quoi. Alors si j'ai bien compris, c'est juste un stratagème pour le faire sortir de prison, en fait. Oui, en gros, c'est ça. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça sert pas à grand chose, hein. D'ailleurs, on revoit le personnage de Monica Bellucci qui refait surface, qui sert pas à grand chose non plus au final, hein. Non. Ensuite, il y a une grosse scène d'action, on voit encore tous les talents de Samuel Le Bihan. Il en a chié, hein. Il en a vraiment chié sur le tournage parce que, ok, il s'était beaucoup entraîné, et puis il avait donc beaucoup travaillé avec le coordinateur des cascades, hein, Philippe Kwok, mais il se sentait vraiment pas du tout au niveau des autres, notamment de tous les cascadeurs qu'il affronte au début, qui était beaucoup plus vif que lui, et qui avait forcément beaucoup plus l'habitude, hein. Donc il a vraiment galéré, et il le dit dans le commentaire audio donc que lui a fait, il le dit: je suis vraiment surpris de la façon dont ça rend visuellement, parce que comme tu le dis toi, hein, il assure, quoi. Franchement, il s'en sort super bien, ça enchaîne nickel, quoi. Alors que lui avait l'impression de ramer total, quoi, sur le tournage de ces scènes-là. C'est normal, il était en face de professionnels aussi, hein. C'est normal, tu te sens pas au niveau, mais c'est vrai que franchement, chapeau, quoi. Il s'est vraiment mis à niveau, hein. Ouais. Ça aurait pu flinguer, si vraiment il avait été mauvais, là ça aurait flingué le film. Or, ça passe nickel à la fin, je trouve. Alors, je voulais juste citer la petite scène où Le Bihan saute, en fait, et se réceptionne sur un hôtel, et il sort ses épées, mais cette scène elle fait très manga, cette scène, je trouve, non? C'est très classe, c'est ça, hein, c'est très comics ou manga ou machin, ouais, non, mais c'est très surprenant pour du cinéma, entre guillemets, français. Donc après, on arrive à un combat à l'épée qui est assez original aussi. Tout à fait, ne serait-ce que par le choix. Bon, déjà pour l'époque, enfin, c'est pas qu'à l'époque ils se battaient pas à l'épée, mais par contre pas comme ça. Et pas avec ce genre d'armes-là, quoi. Je veux dire, de Fronsac a plutôt des glaives, glaives un peu, non? Je sais pas ce que c'est. Des petits glaives, ouais, on dirait, exact, ouais. Qui, selon Christophe Gans, en fait, sont censés symboliser la dualité, en fait, de Fronsac, qui se bat aux côtés de Manny, en fait. C'est pour ça qu'il a deux armes. Et d'un autre côté, Jean-François de Morangias, qui a cette épée complètement surprenante, en os, qui représente un peu le bras, son bras perdu et inhumain, et qui peut se déployer, qui est une arme traître, une arme de pourri, une arme de méchant, quoi, puisque soit elle est complètement rigide, soit elle est beaucoup plus mobile, presque comme un fouet, et donc très difficile de s'adapter à une telle arme, quoi. Une arme donc dont l'influence est évidente, hein, pour les fans de jeux vidéo de l'époque. D'ailleurs, pour être tout à fait franc, c'est comme ça qu'un pote me l'avait vendu à l'époque où j'avais vu le film, et il m'avait dit: ouais, faut que t'ailles le voir et tout machin. Bon, alors de toute façon, j'en avais l'intention, mais il m'avait dit: ouais, tu verras, à la fin, il y a une arme, toi tu sauras d'où ça vient. Effectivement, c'est parce qu'avec lui, on jouait à Soul Calibur, sur je sais plus si c'était sur Saturn ou quelque chose comme ça à l'époque, mais ouais, c'était effectivement une arme issue de ce jeu, et c'est dit à un moment dans le making of, donc une intégration d'un élément super moderne dans un film traditionnel, quoi. Ce film est un ovni, de toute façon. Complètement, ouais, complètement. Je voudrais tellement voir plus de films comme ça. Donc là, on va arriver à la fin du film, hein. Ah, laquelle? Parce qu'il y en a un paquet. Non, parce qu'il conclut quand même un petit peu tous ces arcs, hein. Je veux dire, on a aussi bien le curé qui se fait défoncer par les loups, il y a toute une symbolique, il y a donc le sauvetage, peut-être, je sais pas si tu veux en parler, mais c'est une partie un peu étrange, de Marianne. Il y a quand même diverses conclusions, parce qu'on revient aussi à Jacques Perrin. Moi, j'ai envie de dire que c'est une fausse happy end. D'ailleurs, c'est un peu l'avis de Christophe Gans, hein. Je crois qu'il a clairement déclaré que le film s'est terminé pas bien. Alors, on va commencer par Marianne. Comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'est vrai qu'elle se fait agresser par son frère, hein, de Morangias. Donc on la voit qui est alitée, et on ne sait pas forcément si elle survit ou si elle s'en sort. Parce que le narrateur, à la fin, donc Jacques Perrin, on revient donc à l'époque de la Révolution, là. On revient, ça fait la boucle avec le début du film.
Et le personnage dit que qu'il ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc après, quand on les voit à bord du bateau partir tous les deux, on ne sait pas si c'est la réalité ou si c'est l'imagination du narrateur. Ouais, je dois être franc avec toi, moi j'avais jamais vraiment saisi cette histoire du sort, on va dire incertain de Marianne en voyant le film, parce que d'après Christophe Gans, en fait, lui apparemment ça lui paraît clair, c'est-à-dire qu'on voit De Fronsac et Marianne sur le bateau, il fait jour, il fait beau, machin, et donc pour Christophe Gans, ça c'est une vue, c'est une vision, on va dire, du marquis, tel qu'il a imaginé les choses à l'époque, et on est censé comprendre que ce n'était justement une imagination, une chose qu'avait imaginé le marquis, parce que on enchaîne tout de suite sur une seconde vue du bateau, mais de nuit, qui elle correspondrait plus à la réalité, et sur laquelle on ne peut pas, enfin dans une séquence dans laquelle on ne peut pas clairement dire si Marianne est sur le bateau ou pas. C'est ça qui est censé nous vendre le fait qu'on ne sait pas ce qu'il est advenu de Marianne. Pour être franc, je m'étais jamais posé la question de pourquoi d'abord on voit le bateau de jour et puis tout de suite après de nuit et le film se finit là-dessus. Donc voilà, maintenant que je le sais par tous les bonus que j'ai pu consulter sur le film, ok, je comprends un peu mieux l'intention du réalisateur, mais je trouve pas qu'il l'a super bien vendu dans le film, quoi. Et puis peut-être aussi que je préfère croire que Marianne a survécu. Le passage jour-nuit, c'est peut-être une ellipse temporelle pour nous montrer que pour nous montrer que le bateau s'éloigne de France. Et puis, en tout cas, moi, cette fin, je la trouve assez émouvante quand même. Notamment la fin du narrateur, la fin du marquis d'Apcher, interprété par Jacques Perrin, parce qu'on sent clairement qu'il va être exécuté. Donc, mais c'est fait de façon si subtile. Tu vois, je trouve que c'est, tu vois, on le voit pas monter sur la guillotine, tu vois. Et puis les plans sont magnifiques avec les quand il sort au milieu de la foule là, avec les torches. C'est très solennel, c'est très bien géré. Hein. Et moi ça m'émeut cette fin. Je trouve qu'elle est. En plus il faut savoir, ça renvoie à une dernière petite chose sur la véritable histoire de la baie du Gévaudan. Le marquis d'Apcher, c'était un jeune marquis d'une vingtaine d'années qui était bon pour son peuple. C'est lui qui, au bout de 3 années, a permis que la bête soit tuée. Donc le marquis d'Apcher était un homme bon pour son peuple, et quand tu vois qu'à la fin il se fait exécuter, c'est vrai que c'est un petit peu c'est tragique, je trouve. C'est assez représentatif de la période de la terreur, effectivement, où tout le monde y passait et ça commençait à devenir vraiment n'importe quoi. Voilà, donc je crois que j'ai dit à peu près tout le bien que je pensais de ce film. J'ai été très surpris de découvrir que le film finalement s'inspirait de théories relativement connues. Et il reprend des éléments véridiques. Alors parce que là dans le film la bête, on ne sait pas ce que c'est comme bête, mais bon, dans le film c'est clairement un lion a priori. Parce que en plus de manger, c'était parti en Afrique. Gans l'a dit d'ailleurs. Donc c'était un animal exotique, donc ça a été une théorie aussi. Et l'animal avait une cuirasse, et donc ça aussi c'est un élément qui aurait pu intervenir dans la réalité, qui a été repris dans le film également. Ce qui expliquait qu'il soit invulnérable aux balles, notamment. Et petit élément technique d'ailleurs, l'œil du lion qu'on voit dans le film qui est extrêmement réussi. C'est la chose, je trouve que c'est l'élément le plus réussi de la bête, je trouve. Oh, je suis vache. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vraiment magnifique parce que c'est le moment où tu te dis ah putain c'est un lion, et puis tu le vois, et puis c'est un des rares moments où tu vois qu'il y a un animal vivant et a priori en plus qui souffre là-dessous, alors qu'il n'y a jamais eu d'animal sur le plateau, en tout cas pas pour ces scènes-là. C'est un. Alors d'ailleurs tant que tu le dis là, j'étais assez étonné quand j'ai vu les scènes de chasse. C'est vrai que c'est super bien fait. On a vraiment l'impression qu'ils ont shooté des loups. Je sais pas comment ils ont fait ces scènes, mais c'est vraiment impressionnant quoi. Ouais. Il y a c'est des loups dressés qui courent et qui font un peu valser par moment. On s'y croirait quoi, franchement. Ouais. C'est assez impressionnant. Voilà. Bon, tu veux dire quelque chose avant qu'on se quitte ? Donc je co-présente le podcast 24 FPS, le podcast cinéma avec ou sans spoiler, donc en compagnie de Julien. Donc 24 FPS, vous nous retrouvez, on est sur Facebook, Twitter, sur notre site officiel bpod.be, bepod.be. Et enfin voilà, donc mais donc j'imagine que tout ça tout le monde le savait plus ou moins déjà.
Oui, je tiens quand même pour conclure à te remercier pour ton invitation à parler de ce film que j'aime énormément, dans lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à me replonger pour préparer l'émission. Mais comme tu le dis si bien, c'est un ovni et ça me manque ce type de film dans le paysage français, des films de genre mais qui pourraient s'adresser à un public super large, à des gens qui sont aussi bien intéressés par le côté historique que d'autres qui vont plus kiffer pour le côté action, je sais pas. Il y a personne en France à part Gans, j'ai l'impression qui a cette vision du cinéma et j'ai l'impression qu'il a du mal souvent à concrétiser ses projets. Ça me dérange profondément parce que voilà, il y a un public pour ce cinéma, contrairement à ce que les autorités de ce pays, les autorités cinématographiques pourraient croire. Il y a vraiment un public, donc je voudrais en voir plus, mais bon, je pense pas que c'est pour tout de suite, malheureusement. Ok, bah écoute, moi je vais te remercier encore énormément d'être venu aussi dans cette émission, la dernière donc émission du Lionel Camille Talk spécial cinéma. Mais bon, bah de toute façon, moi je suis fan de 24 FPS, donc je vais continuer à te suivre de toute façon. Et puis on va rester en contact. Hein. Salut à Julien. Ah oui, je pensais à ça. En fait, il a monté un système d'alarme, c'est pour protéger toutes ses paires de chaussures, en fait. Eh ben probablement, oui. Donc, eh ben écoute, merci encore à toi, Jérôme. Mais je te retourne la politesse, hein, vraiment bonne continuation pour le Lionel Camille Talk. Je sais que voilà, malgré cette ambiance de fin là que tu essaies de nous vendre, et en fait il y a plein de bonnes choses qui arrivent dans le podcast. Si j'abandonne justement le cinéma un peu, c'est pour me concentrer sur des sujets et puis vraiment pour essayer de vous proposer les meilleures émissions possibles. Donc voilà. Merci encore à toi, Jérôme. Merci à toi. Ciao. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin du Lionel Camille Talk. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-le savoir, conseillez l'émission à vos amis, diffusez l'info sur les réseaux sociaux, retweetez, et surtout mettez des notes et des avis. Alors pour être tout à fait franc, il y a très peu de personnes qui l'ont fait à l'heure actuelle sur iTunes, et j'en viens de me demander si l'émission n'est pas complètement pourrie d'ailleurs. Alors je vous lance un appel. Si vous voulez vraiment faire un petit quelque chose pour soutenir l'émission, mettez des avis sur iTunes. Je crois que d'ailleurs c'est le seul endroit où vous pouvez le faire. C'est pas pour mon petit ego personnel, c'est juste pour être visible. Pour que vous compreniez mieux, il faut savoir que quand il n'y a pas de notes et d'avis sur des émissions, sur iTunes par exemple, elles restent tout au fond des catégories de podcasts. Et comme il y a énormément de podcasts, elles sont complètement invisibles. Dès que vous mettez des notes et des avis, ça fait remonter les émissions des profondeurs. Elles arrivent à la surface et ça permet aux gens de savoir qu'elles existent. Du coup, il y a plus de monde qui l'écoute. Et c'est vraiment motivant pour nous les créateurs. Ça nous donne encore plus d'énergie pour essayer de vous proposer des programmes de qualité. C'est vrai que ça prend 2 minutes pour le faire, mais c'est un peu chiant, je reconnais. Mais bon, vous vous rendez pas compte de l'importance que ça peut avoir. Donc voilà, donc c'était la dernière mission spéciale cinéma. Désormais, le Lionel Camille Talk ne parlera plus que des mystères et des énigmes de notre monde. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos histoires à l'adresse de l'émission. Alors en minuscule tout attaché, lionelcamilletalk@gmail.com. Voilà, donc je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Peace.